Classée auparavant 117e sur 189, la Côte d'Ivoire occupe désormais la 167e place au classement Doing Business 2014. Preuve que le climat est de plus en plus favorable aux affaires, tenue d'un atelier de validation de l'agenda des réformes 2014 pour présenter les avancées du pays. Le comité de libération des sites publics et privés est en ce moment à Bouaké. L'opération porte déjà fruit. Plusieurs propriétaires immobiliers, autrefois dépossédés, ont de nouveau la gestion de leurs biens. Et puis, après les Philippines, où il fait 1200 victimes et où les secours arrivent progressivement, Haiyan, le typhon dévastateur frappe le Vietnam et la Chine. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La normalisation de la qualité et la protection des droits de la propriété intellectuelle dans l'importation, l'exportation et la commercialisation des biens et services. Deux projets de loi adoptés ce lundi par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Deux textes de loi qui viennent renforcer le cadre juridique et la matière à protéger les populations exposées à la consommation de produits contrefaits qui inondent le marché ivoirien. Victorine Yaoyobwe. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'existe aucun secteur d'activité qui échappe à la contrefaçon. Les secteurs du textile, des médicaments, de l'agroalimentaire. Bref, le phénomène constitue une réelle menace pour l'industrie, mais surtout pour la santé des populations. Comme remède à ce fléau, le gouvernement a décidé de renforcer le cadre juridique et réglementaire. D'où la présentation de deux projets de loi à la Commission des affaires économiques et financières. L'un relatif à la normalisation de la qualité et l'autre portant protection des droits de propriété intellectuelle dans les opérations d'importation, d'exportation et de commercialisation des biens et services. Tout en saluant l'initiative, les députés ont fait remarquer au commissaire du gouvernement que le problème, ce n'est pas tant l'absence de loi, mais son application sur le terrain. Le texte qui vient d'être pris va justement permettre, sur le terrain de manière concrète, de manière efficace, de répondre à cette préoccupation. Parce que ce texte maintenant donne les moyens et donne les possibilités à l'administration des douanes, par exemple. Lorsqu'il est identifié que, par exemple, le produit entre au cordon douanier et que ces produits-là sont des produits de contrefaçon, l'administration des douanes aura les moyens juridiques pour pouvoir bloquer le dédouanement et s'assurer que donc la procédure est suivie, judiciaire, bien selon son temps. Et si, à la fin de la procédure judiciaire, il est avéré que ce sont des produits de contrefaçon, l'administration des douanes pourra les détruire et faire payer des dommages et intérêts à l'importateur. Vous voyez, donc ça c'est concret. En ce qui concerne la promotion de la qualité, les députés souhaitent la création d'un fonds pour le financement de la qualité en Côte d'Ivoire. Seul moyen, selon eux, pour pérenniser cette culture de la qualité, protéger le territoire national de la contrefaçon et assurer la compétitivité des produits fabriqués en Côte d'Ivoire. Au bout de 5 heures de débat, les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont fini par adopter les deux projets de loi relatifs à la normalisation de la qualité et à la lutte contre la contrefaçon par la protection de la propriété intellectuelle. Le climat des affaires s'améliore de plus en plus en Côte d'Ivoire. En témoignent les quelques indicateurs du dernier rapport Doing Business, passé au vert en moins d'une année. La Côte d'Ivoire l'a réussi et le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, vient de prendre part à l'atelier de validation de l'agenda des réformes 2014 Focus Doing Business pour présenter justement les avancées du pays. Alexis Ouedraogo. Le Doing Business, c'est la mesure de la réglementation des affaires. En des termes plus simples, c'est un rapport que produit la Banque mondiale pour dire aux investisseurs qu'il est facile de faire du business dans le pays. À cet exercice, la Côte d'Ivoire, depuis ces 10 dernières années, était abonnée au dernier rang. Il y a à peine 2 semaines, le rapport a toutefois annoncé de nettes avancées. Sur la 177e place qu'elle occupait, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à la 167e place. Mieux, le pays fait partie des pays les plus réformateurs de l'année 2013. Un environnement des affaires de classe internationale est une des conditions nécessaires pour promouvoir le développement du secteur privé en Côte d'Ivoire et donc pour soutenir la croissance économique et la création d'emplois. C'est pour cela que cette dynamique de réformes enregistrée cette année devra être poursuivie
et amplifiée dans les années à venir. Le rapport des réformes 2014 enregistre de bons points, notamment sur la création d'entreprises, l'exécution de contrats et le transfert des propriétés. Des dispositions ont été arrêtées pour faciliter les actions des investisseurs dans le pays. Mauvais point toutefois pour le commerce transfrontalier, le paiement des taxes et des impôts et surtout l'accès à l'électricité. Sur tous ces points sombres, le directeur général du Centre pour la promotion de l'investissement a dit la ferme volonté de sa structure à travailler à redresser le tir. Un engagement qu'appuie le chef du gouvernement ivoirien. Le gouvernement tiendra tous ses engagements et prendra toutes les dispositions pratiques nécessaires à la création d'un climat général favorable aux affaires. Nous prenons bien note de l'agenda qui vient de nous être présenté par le directeur général du CPC. Autre problème de l'environnement des affaires dans le pays, celui de la corruption. Les journalistes n'ont pas manqué de le souligner. Daniel Kablan-Duncan a assuré que le problème était bien connu, que des dispositions pratiques seraient prises, notamment avec la création d'une haute autorité de lutte contre la corruption. Elle devrait permettre d'assurer la sérénité des investisseurs dans le pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, adresse ses très vives et chaleureuses félicitations à Bronislaw Komorowski, président de la République de Pologne, à l'occasion de la fête nationale de ce pays. Santé, bonheur, progrès et concorde pour le président et le peuple ami de Pologne. Voilà les vœux formulés par le chef de l'État. Interpeace, l'organisation non gouvernementale indépendante conduite par l'ancien président John Kufuor, a été reçue en audience par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Ordre du jour, la paix, la cohésion sociale et la réconciliation. Les détails avec Abou Sanogo. Le groupe Interpeace veut apporter sa contribution à la réconciliation nationale. C'est ce qui a conduit le président du conseil d'administration, John Kufuor, l'ancien président du Ghana chez le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. La Côte d'Ivoire sort d'une situation assez difficile, et que la Côte d'Ivoire essaie de se réconcilier, de se reconstruire, mais quand même il y a des poches résiduelles dans certaines communautés où il y a encore des difficultés. Donc nous, en tant qu'organisation, nous essayons d'apporter notre aide et notre soutien aux organisations locales pour aider donc à sortir de cette situation. Tout ce que nous faisons doit se faire sous les auspices donc de l'État lui-même. Vous savez que si l'État lui-même n'apporte pas sa bénédiction, les choses ne peuvent pas aller de l'avant. Et nous sommes heureux que le ministre lui-même, que le ministre de la Sécurité est vraiment de notre côté pour faire avancer les choses. Une nouvelle bien accueillie par le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui a réaffirmé l'engagement des autorités ivoiriennes pour un retour définitif de la paix dans le pays. Interpeace est une organisation non gouvernementale indépendante issue du système des Nations Unies. Elle œuvre à la consolidation de la paix dans 17 pays et régions du monde depuis 18 ans, à travers la méthode recherche-action participative. Désormais, un comité de libération des sites publics et privés mis en place par le ministère de la Défense. Le comité opère en ce moment à Bouaké. Principale activité donc, la restitution des biens aux propriétaires immobiliers qui avaient vu leurs biens confisqués au plus fort de la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire. Un reportage de nos confrères de RTI Bouaké. Après une longue période d'information et de sensibilisation, le comité pour la libération des sites publics et privés est très actif sur le terrain. Kofi Ndri, retraité vivant à Bouaké, vient de se voir restituer sa maison qui lui a été confisquée pendant plus d'une décennie. Le président de la Côte d'Ivoire, c'est grâce à lui aujourd'hui, ma maison vient dans ma main. Que je remercie, que Dieu vous bénisse, Dieu donne l'envie et la santé et bonheur. Comme Kofi Ndri, beaucoup de propriétaires de maisons sont rentrés en possession de leurs biens, à leur grande satisfaction. Une ONG de personnes vivant avec le VIH-Sida a à cette occasion retrouvé son siège qui, entre-temps, a servi de point de vente de boissons. La maison a été occupée depuis 2004. Ça nous empêchait de faire la prise en charge des personnes vivant avec VIH. Donc c'est pour cela vraiment nous avons fait une demande de restitution à la préfecture grâce à M. le préfet et M. Wayou et le comité de libération des sites. Vraiment, Dieu merci aujourd'hui, on vient de me donner la clé de mon local. Pour le coordonnateur du comité de libération des biens publics et privés, le retour à la normalité, c'est restituer les biens illégalement acquis. C'est l'occasion de lancer un appel à tous
à tous nos concitoyens d'adhérer à cet élan de normalisation de la vie sociale, parce que c'est un processus qui est enclenché, il est irréversible. Et nous sommes à Bouaké aujourd'hui, demain nous serons ailleurs. Il faut que les uns et les autres comprennent que nous sommes en mission pour les uns et pour les autres. Et cela contribuera certainement à la réconciliation et à la paix. Le comité pour la libération des sites publics et privés travaille en étroite collaboration avec les préfectures de région pour la satisfaction des propriétaires. Toujours à Bouaké, en prélude donc à la visite d'État annoncée dans la région dans 2 semaines, les travaux de construction et de réhabilitation se poursuivent. Adama Tongara, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, était ce week-end à Bouaké pour s'assurer de cet avancement effectif des travaux. Les actions relatives aux préparatifs de la visite du chef de l'État connaissent une accélération dans la région de Bouaké. Nous sommes bien avancés, nous sommes aujourd'hui à la mise au point du budget qu'il nous faudra pour pouvoir non seulement mobiliser et déplacer les populations aux différentes manifestations lors de la visite du président. Les choses bougent également partout dans la ville de Bouaké, surtout au niveau des travaux du PPU et de ceux appelés les urgences de la visite du chef de l'État, à savoir les travaux d'extension du réseau électrique dans certains quartiers encore dans le noir. Venu voir l'état d'avancement de ces travaux, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Adama Tongara, s'est rendu dans les quartiers comme Oufouébile, Belleville 1 et 2, où le besoin en électricité est plus que pressant. Le président dit que c'est une injustice qu'une partie des Ivoiriens, des habitants de la Côte d'Ivoire, soit à la lumière et que l'autre partie soit dans l'obscurité. Belleville est un bel exemple. Je voudrais vous apprendre que, à la faveur de la visite du président de la République, il y aura une trentaine de villages, d'agglomérations qui seront électrifiés. Et à Bouaké même, il y aura des extensions dans 10 quartiers. Ce programme rentre dans le cadre de la visite du chef de l'État. Nous commençons aujourd'hui. Pendant que le président va faire sa tournée, nous allons continuer de faire d'autres travaux. Mais après la visite du président, les travaux vont continuer. Le gouvernement ivoirien tient désormais à électrifier toutes les agglomérations dont les populations atteignent 500 habitants, a rappelé le ministre Tongara qui a achevé sa visite dans la ville de Sakassou. Un film documentaire pour présenter ses actions de développement en faveur des populations des zones sucrières. C'est la formule choisie par l'Association des industries sucrières de Côte d'Ivoire. Une méthode qui a permis donc la présentation des infrastructures socio-économiques réalisées par l'association dans ces localités. C'était le week-end dernier et Herman Niamia y était pour RTI 1. S'il y a un secteur qui fait vivre des milliers de personnes dans les localités de Ferke-Sédougou, Borotou et Zionoula, c'est bien le secteur sucrier. Cette filière à elle seule offre plus de 14 000 emplois directs et environ 20 000 emplois indirects. En plus des emplois qu'elles offrent, les entreprises sucrières participent de façon significative au développement socio-économique des régions dans lesquelles elles sont implantées. On compte 3 centres socio-médicaux et 30 écoles primaires construites sur les complexes par les entreprises et entièrement à leur charge. Ces écoles primaires permettent à environ 6 000 élèves d'être scolarisés. Mieux, les populations riveraines de ces complexes reçoivent gratuitement l'électricité et l'eau potable. Aussi, les pistes rurales de ces localités sont régulièrement reprofilées et remises en état. Ce sont environ 3 milliards de francs CFA qui sont investis chaque année à cet effet. Ces actions de développement menées par les industries sucrières étant très souvent méconnues du grand public et même de certaines autorités administratives, l'Association des industries sucrières de Côte d'Ivoire décide de les présenter au travers d'un film documentaire. On pensait qu'il était bon d'expliquer aux autorités administratives, à tous nos partenaires, à la presse, quels étaient ces enjeux, quelle était notre action dans nos zones d'implantation, de façon à ce que tous, en Côte d'Ivoire, on ait le même niveau d'information sur cette filière. Environ 200 000 tonnes de sucre sont produites chaque année par les 2 entreprises sucrières ivoiriennes. À elles seules, elles arrivent à assurer l'autosuffisance en sucre en Côte d'Ivoire. Pour la période 2012-2016, l'Association des industries sucrières de Côte d'Ivoire entend investir près de 100 milliards de francs CFA pour le développement du secteur sucrier. Mais le secteur est fortement menacé par la fraude.
Malgré la suspension des importations de sucre en Côte d'Ivoire, la quantité de sucre importé qui pénètre le marché ivoirien est estimée à environ 40 000 tonnes par an, menaçant ainsi gravement l'avenir de la filière sucrière. Ce sont ainsi 30% de parts de marché qui ont été perdues par les industries sucrières ivoiriennes au profit du sucre frauduleux durant le deuxième semestre 2013. Aujourd'hui, lundi 11 novembre, s'est tenu un séminaire organisé par la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Prévu durer 4 jours, ce cadre de renforcement des capacités en matière des droits de l'homme a pour but de révisiter les aspects techniques du travail des institutions nationales. Estelle Bro. Le réseau des institutions nationales des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest en visite en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour la délégation d'échanger avec la Commission nationale des droits de l'homme sur le renforcement des capacités dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le but de sa présence, c'est que le réseau organise dans tous les États de la CEDEAO des formations, justement pour l'harmonisation de ces méthodes. Et ils viennent de faire cette formation au Ghana, maintenant ils la font en Côte d'Ivoire. Le renforcement des capacités, c'est des formations qui permettent de faciliter le travail des commissaires sur le terrain. C'est en fait la formation pour être opérationnel. Voilà. C'est des outils que nous apprenons pour mener des investigations sur le terrain. Une rencontre qui prend fin le 14 novembre prochain et qui vise à long terme à mieux outiller les institutions nationales en rapport avec les droits de l'homme. Un reportage de Estelle Brou commenté par Laetitia Manglé. Distinction de cadres d'entreprises ivoiriennes et internationales. Ce sont les lauréats de la promotion PMD 2013. Ils ont été choisis de se mettre ensemble et se former pour être plus efficaces. Aujourd'hui, ils sont récompensés. C'est ce que nous disent Chris Pasterna-Sémian et Abou Sanogo. De plus en plus, le marché du travail est soumis à de fortes concurrences. De grands bouleversements se produisent et parfois en entreprise, il faut savoir y faire face. En tant que directeur opérationnel, j'ai besoin d'améliorer mes connaissances, de mettre au goût du jour tout le savoir que j'ai pu acquérir tout au long de mon cursus universitaire et aussi professionnel maintenant. Après 8 mois de formation partagée entre Barcelone et Abidjan, Judith Kouassi reçoit cette distinction qui lui permet de combler cette attente. Avec elle, ils étaient 36. Tous, directeurs d'entreprise, directeurs des départements, hauts dirigeants sortis de MDE Business School à recevoir la graduation PMD. L'intérêt pour les dirigeants, c'est de pouvoir améliorer leurs compétences pour mieux faire ce qu'ils font en général, qui est un travail justement de direction. Un capital humain impressionnant et performant. A priori, ces lauréats entendent tirer le maximum de profit de ce temps passé à remettre leurs connaissances au goût du jour. Ça a été une grande aventure, de par la qualité du corps enseignant et de la qualité de la formation. Nous avons également appris comment développer les ressources humaines, parce que les ressources humaines sont les ressources premières de l'entreprise. En tout cas, c'est une formation que je recommande et j'espère en tout cas qu'il y aura de plus en plus de formations de ce type en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, de nombreux cadres ivoiriens s'intéressent au diplôme de MDE Business School. D'un groupe de cadres qui ont voulu fournir à la société une structure de formation haut de gamme pour les cadres dirigeants. Pour un pays tourné vers l'extérieur, la voie du développement passe aussi par des cadres performants répondant aux exigences de l'émergence. Fréquence 2, à 22 ans. 1er novembre 1991, 11 novembre 2013, pendant toutes ces années, la radio des jeunes a su conquérir les cœurs. C'est sous le signe donc de la redynamisation et le repositionnement de la FM Leader qu'a été célébré cet anniversaire. Compte rendu, Guy-Roger Nguessan, Anzelika Eoura. Un trio d'animateurs, un orchestre au grand complet et un public au rendez-vous, c'est le cocktail pour un anniversaire. L'ambiance est vraiment chaude. C'est bien, il y a beaucoup de monde. Les gens ont répondu vraiment à cet appel. Et je pense que tout se passe bien. Mon émission préférée, vraiment, c'est le club matinal. Tous les jours, de 6h à 9h avec Mariam Koulibaly. Fréquence 2 est en fête et le personnel de la radio est mobilisé. Pendant 22 ans, l'équipe a tenu en haleine les auditeurs, des hauts et des bas, mais la passion est restée intacte. Je ne sais pas super bien comme vous le voyez. Ça a été magique depuis ce matin 6h. Vous voyez l'heure qu'il est en ce moment. C'est la preuve que ces jeunes sont déterminés à écouter la radio. C'est une
forte audience que nous avons en ce moment et nous sommes très fiers. Fréquence 2, que de souvenirs et de grands noms. Son histoire. Fréquence 2, c'est depuis le 11 novembre 1991. On est parti comme ça dans une aventure qui a démarré avec des amis comme John Jay, Consti Eka, Yves Zogo Junior, JC Kodjane et bien d'autres. À 22 ans et avec une majorité affirmée, Fréquence 2 s'est déjà lancée à la reconquête de son public. Dans notre grille aujourd'hui, ce sont des émissions qui sont calquées sur le quotidien des jeunes. Et de plus en plus, ces jeunes-là viennent vers la radio. Dans les salons de coiffure, dans les taxis, dans les maquis, Fréquence 2 est écoutée. Fréquence 2, désormais Fréquence aux jeunes, une nouvelle signature qui affiche les ambitions de la direction de la chaîne. Vous avez pu le rectifier vous-même, c'est le 11 novembre 1991 que Fréquence 2 a vu le jour. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a saisi le Conseil national de la presse le 21 octobre dernier en vue de dénoncer une exploitation abusive de l'image de Madame le ministre Raymond Goudou Kofi, ainsi qu'une tentative de la discréditer dans la parution du 25 septembre 2013 du quotidien Abidjan 24, un délit de diffamation par voie de presse, ce qui lui a valu à ce journal une sanction pécuniaire fixée à 1 million de francs CFA. Par ailleurs, la mesure de suspension frappant certaines entreprises de presse a été levée. Le Salon international du livre d'Abidjan s'ouvre demain, mardi. Livre, dialogue des cultures et émergence, le thème de cette 6e édition du SILA, un cadre de promotion du livre et de toute l'industrie qui s'y rapporte. Les enjeux de ce rendez-vous avec le ministre Maurice Kwaku Bandama. Le livre, comme je viens de le dire, est un outil essentiel au développement, à l'apprentissage et à la culture. Et le gouvernement entend apporter tout son appui aux acteurs du secteur, aux éditeurs, aux libraires, aux imprimeurs, afin que la Côte d'Ivoire puisse être ce grand pôle culturel qu'il a toujours été et pour l'avenir, pour un pays qui aspire à devenir un pays émergent à l'horizon 2020, donner à la Côte d'Ivoire tous les instruments de son développement. Et le livre en fait partie. À cette édition, nous invitons des opérateurs dans tous les secteurs du livre. Ils viennent de France, ils viennent d'Afrique. Et nous avons, et c'est sur ce point que je voudrais insister, un pays invité d'honneur. Il s'agit du Maroc. Le Maroc est un pays qui compte pour la Côte d'Ivoire. Et au niveau culturel, nous avons un accord de coopération avec le Maroc. Et le Maroc a toujours invité la Côte d'Ivoire à tous les événements culturels, à tous les festivals qui se tiennent au Maroc. Et il était bon que nous puissions cette année inviter nos amis marocains qui sont déjà là. Et leur présence sera rehaussée par celle de mon collègue, le ministre de la Culture du Maroc. C'est donc l'occasion de lancer un appel au public, aux Ivoiriens, pour qu'ils viennent visiter nombreux ce salon du livre qui s'ouvre demain, mardi 12, et s'achever le samedi 16 au Palais des Sports de Trasheville. L'entrée est gratuite, que les parents viennent avec leurs enfants et qu'on vienne offrir des livres à nos enfants et à nos amis. J'invite tout le monde à venir à ce salon, qui est une fête du livre, qui est un festival du livre. Encore un mot de culture, la célébration de la fête des Ignames. Cette fête de réjouissance du canton Priti à Ouassou-Adouana dans le royaume Bron. La fête des Ignames est une fête ancestrale et elle marque le début du nouvel an. On retrouve Grace Kando à Transua. La fête des Ignames, elle est célébrée chaque année par les Brons. Cette cérémonie ancestrale est la plus importante du royaume. L'événement est commémoré à Priti, capitale du canton Awanou-Adjena Aïnifié, situé à 7 km de la sous-préfecture de Transua. La découverte de l'Igname a été vraiment un salut pour le peuple. Et depuis lors, ce peuple n'arrête pas de commémorer cette découverte. C'est une fête qui permet à tout le peuple d'oublier les soucis passés et de repartir de nouveau sur des nouvelles bases. La fête des Ignames est un moment de retrouvailles et d'échanges pour les populations. C'est considéré comme le 1er janvier des Abrons. Ça nous donne l'occasion de réunir tous ceux qui sont de plusieurs villages différents. Une célébration qui connaîtra, selon les autorités, des changements en vue de son amélioration. Je suis en train d'organiser les chefs pour chaque année
qu'on ait une fête tournante au niveau de la culture bron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pérenniser cette culture-là pour que nos voisins de Ghana sachent que ce qu'on a appris de Ghana, là, on a pu conserver. Le colonel Kwame Konan Julien, commandant en second des forces terrestres, a félicité le chef du canton Priti Awassou pour toutes ces actions de développement qui concourent au bien-être des populations. À présent, la page internationale de ce journal. Au Cameroun, un médecin bien particulier fait le bonheur des populations. Il est considéré comme providentiel. Son nom, Dr Biweled. Il est une star à l'hôpital de Yaoundé. La quarantaine énergique, comme tous les matins, entouré d'étudiants, le docteur Bouélé fait sa tournée. Ça, ce sont les jours de semaine. Car les week-ends, ce médecin spécialiste en chirurgie digestive a une deuxième vie. Il arpente la brousse pour soigner gratuitement les malades dans les villages les plus reculés. Sa vitrine, une fondation Ascovim. Son outil, une équipe de bénévoles. Cet hôpital itinérant est une chance inespérée pour des patients aux petits revenus, des malades qui de surcroît vivent dans des déserts médicaux. Ascovim, c'est 11 000 consultations médicales par an gratuites, c'est 800 interventions annuelles gratuites, c'est 2000 paires de lunettes distribuées gratuitement, c'est 1 millier de dents arrachées par an. Ascovim, c'est tout ça. Et ça ne s'arrête pas là. La Fondation apporte aussi son aide à la scolarisation des enfants en zone rurale. Ce jour-là, dans cette école, le bon docteur est fêté en héros. Il apporte avec lui des livres, des cahiers et du matériel scolaire. Les enfants, vous voyez bien les papas-ci. Vous voyez aussi les mamans-ci. Ce sont les papas et les mamans-ci qui vous ont gardé les cahiers. Hein? Et à l'heure de la distribution, Georges Bouélé met la main à la pâte. Jamais avare de son temps. Et pourtant, il est sollicité par les médias du monde entier. Il fait partie des 10 personnalités retenues par la chaîne américaine CNN pour être le héros de l'année. Une reconnaissance dont il compte bien profiter. Lorsque toutes les personnes qui nous entourent sourient, c'est la première marque de reconnaissance, c'est la grande. Mais j'avoue que CNN a donné une meilleure visibilité à notre activité. Nous avons besoin des gens qui nous donnent les idées, nous avons besoin des gens qui nous soutiennent. S'il est élu héros de l'année, il y a 250 000 $ à la clé. Après 10 ans de militantisme dans l'ombre financé sur ses propres deniers, le docteur Bouélé ose à peine y croire. Les Philippines, toujours sous le choc. Haiyan, l'un des plus violents typhons au monde, cause de la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire récente de ce pays, a fait 1200 victimes. Quelque peu affaibli, c'est quand même à plus de 120 km/h qu'il a atteint le Vietnam et la Chine. Dans la nuit de dimanche à lundi, Haiyan a touché terre au Vietnam à 120 km/h. Affaibli, le typhon a pourtant fait des ravages, déracinant des arbres et arrachant des toitures. 3 personnes sont portées disparues. À son arrivée en Chine, il n'était plus qu'une tempête tropicale. Première frappée vendredi, les Philippines auront payé le plus lourd tribut au passage du cyclone. Lundi, à Tacloban, une ville presque entièrement détruite, les habitants n'ont retrouvé que des lambeaux de leur vie d'avant. C'est dur. On se sent démunis comme des nouveau-nés. C'est vraiment difficile. Il n'y a plus rien à manger, nulle part. Dans la file d'attente pour la distribution des vivres, une jeune femme en pleurs. Elle a perdu la trace de sa mère. Nous avons faim. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Maman, je suis toujours ici à Tacloban et je suis toujours en vie. Trouver de quoi se nourrir, se vêtir, se soigner et se loger est la première préoccupation des sinistrés. Mais les moyens manquent et l'acheminement de l'aide prend du retard. Les renforts n'arrivent pas à venir jusqu'ici parce que les routes ne sont pas praticables. J'ai moi-même aidé les secours. Dès le lendemain du passage du typhon, nous avons dégagé les corps et nettoyé les routes. Depuis la Malaisie, l'ONU prépare l'envoi de vivres et d'équipements aux Philippines et au Vietnam. Les autorités philippines ont avancé un bilan de 10 000 morts qui pourrait encore s'alourdir dans les jours qui viennent.
Et au président de la République des Philippines, Benigno Aquino III, et au peuple ami de Philippines, le chef de l'État Alassane Ouattara adresse ses sincères condoléances en son nom propre et au nom de la Côte d'Ivoire entière. Il exprime sa profonde compassion et sa solidarité à Benigno Aquino III, ainsi qu'aux nombreuses familles endeuillées par le passage de ce typhon meurtrier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, sur la chaîne qui rassemble.